Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Personnellement, j'ai toujours eu des animaux et notamment des chiens. Depuis ma naissance, ils ont toujours fait partie de mon quotidien. Le chien de la famille, à qui on demande des choses, d'être, de ne pas être. De supporter notre train de vie, d'accepter nos façons d'être, nos envies et nos besoins. Mais qu'en est-il de ses besoins à lui ? À quel moment on prend en considération la vie du chien dans notre vie d'humain ? Pourquoi le faire ? Avec Célia, on a décidé d'en discuter ensemble. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Célia, qui est professionnelle dans le métier des animaux et notamment du chien, parce qu'elle est comportementaliste et éducatrice animalière, on va dire. Ouais, mais canin, voilà. Et je voulais discuter avec Célia de la relation entre humain et chien, comme je le disais un petit peu dans l'introduction. Pour commencer cet épisode, Célia, est-ce que tu peux nous dire, toi, quels sont les animaux que tu as eus et que tu as aujourd'hui ? Oui, alors déjà, bonjour. Merci Pauline de m'accueillir sur ton podcast. Du coup, moi, j'ai, comme toi, toujours vécu avec des animaux depuis que je suis née, en fait. J'ai eu un chat, mon premier animal. Enfin, qui était déjà là, en fait, quand je suis arrivée. Après, j'ai eu mon premier chien, j'avais 7 ans. Ok. J'ai un peu fait du forcing au niveau de mes parents pour en prendre un parce qu'ils n'étaient pas très très chauds. Mais j'attendais ça, moi, avec impatience. Donc, ouais, premier chien, c'était un petit... plus la race, le petit Tommy. Merde. Pardon. Mais qui était-il ? La pute César, mince, genre Westie. Voilà, exactement. Mais merci, Pauline. Un petit Westie qui s'est pas fait très vieux, malheureusement, qui a vécu jusqu'à ses 9 ans. Donc, pour un petit chien, c'est pas très vieux. Oui. Et qui a commencé à m'apprendre plein de choses, notamment la responsabilisation d'un être vivant, quoi. Le balader, lui donner à manger. Voilà, l'accompagner, parce qu'on l'a pris du coup chiot. Donc, ça a été une super première expérience. Il est parti à ses 9 ans, ça a été un peu même beaucoup dur, quand même. Et puis après est arrivé donc Shuki, notre berger australien, qui est quand même aussi le chien de famille. C'était pas que mon chien, qui va bientôt avoir 12 ans, et qu'on a eu, je sais même plus combien de temps je l'ai eu après mon premier chien. Il s'est passé quand même quelques années. Hein. Ok. On a attendu avant d'en reprendre un. Et c'est avec Yuki, du coup, que j'ai fait notamment ma formation d'éducateur canin en 2017. Donc, il avait 5 ans, je crois, déjà. Du coup, voilà, toujours eu du chien, toujours eu des animaux. Mon oncle avait des chevaux. On a toujours un peu baigné là-dedans. Donc, pour moi, c'était un peu une évidence qu'il y ait toujours un animal à la maison, quoi. Mmh. Donc, pareil, pour en reprendre un deuxième... petit forcing, et puis j'ai toujours réussi à arriver à mes fins. Donc voilà. Et Yuki, m'a accompagnée. C'est lui qui m'a donné envie aussi de vachement approfondir, en fait, ça, et de me lancer. Depuis toute petite, dès que je pense, j'étais en mesure de parler. J'ai toujours dit à mes parents, je veux être vétérinaire. Ouais, travailler avec les animaux. Travailler avec les animaux, pour moi, c'était une évidence. Et au final, vétérinaire, c'est pas si simple que ça. Il y a les bons, il y a les mauvais côtés, quoi. Ouais, et c'est surtout pour avoir fait beaucoup de... Ouais, déjà, pour y arriver, chose ça paraissait un peu compliqué. Et puis pour avoir fait beaucoup de stages en clinique vétérinaire, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ce rapport-là que je voulais, moi, que je recherchais avec les animaux. Parce que, faut se le dire quand même, hein, quand on amène chez chien, moi, je le tout souvent... Très, très souvent, il est quand même en souffrance, ou en tout cas, il y a quelque chose. Du coup, au final, ça me dérangeait un peu ce côté-là que j'ai découvert, en fait, dans la relation veto-chien ou veto-chien au chat, qui me parlait pas tant que ça, quoi. Et bref, là, je dérive sur ce que j'ai fait plus tard. Mais donc, voilà, toujours eu des animaux. Mais jamais vraiment, du coup, mon chien à moi ou qu'à moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. T'as jamais eu ton animal à toi tout le temps, 24/24, 7/7, avec toi. Au même final... si parfois tu t'as Yuki. Oui, j'ai quand même Yuki. Et puis après, pendant ma formation, là, d'un an de BP, je l'avais pour le coup, je vivais qu'avec lui. Il n'a jamais vécu qu'avec moi. Mais sinon, oui, quand même, de base, ça a toujours été nos chiens de famille. Et t'as trouvé ça différent de l'avoir qu'avec toi pendant 1 an ? J'ai trouvé ça différent, ouais, forcément, quoi. J'ai noté aussi des différences sur son comportement. Bien sûr que quand on est que tous les deux et quand on est plusieurs employés, dont mes parents présents, bien sûr qu'on note clairement des différences sur le comportement. Et c'était trop chouette, cette expérience qu'on a eue de vivre que tous les deux, de l'amener à l'école avec moi. C'était super. C'était super, super. Après, pas toujours facile pour lui quand même, émotionnellement. Ouais, parce que j'avoue que le chien, faut aussi qu'il soit adapté à ta compagnie au final.
Déjà, et puis on leur demande, en tout cas dans le terme du BP, on leur demandait quand même d'attendre. Alors moi, j'avais la chance d'avoir un logement vraiment juste à côté, donc mon chien, je l'ai jamais mis en chenil, mais du coup, on avait un chenil pour nos chiens, là, et c'était compliqué. Enfin, on leur demandait, moi j'ai demandé de faire des choses à mon chien, rester des matinées sur un terrain, chose qu'il avait jamais fait, ou que très peu quand on a fait un peu du club canin, malheureusement, à ses débuts. Ouais, c'était pas forcément facile. Et c'est pas du tout quelque chose de facile, d'ailleurs, pour tous les chiens, hein. On leur impose un peu ça au final, quoi. Mais cela dit, je pense quand même que ça a vachement, ça nous a beaucoup rapprochés. Et d'ailleurs, pareil, peut-être que pour lui, ça n'a pas été des choses hyper faciles de me couvrir avec moi, retourner avec mes parents. Après, il est quand même très adaptable, hein, mais ça pose quand même question, une fois de temps en temps, de se dire, ok, est-ce que je fais vivre au final, s'il pouvait me dire vraiment lui, est-ce qu'il le voudrait vraiment, quoi. Du coup, il y a un petit sentiment de culpabilité quand même sur ça. De toute façon, je pense que ça va être pesant sur tout l'épisode, cette culpabilité. Mais en même temps, je crois qu'on peut pas passer à côté de ça. Je pense que c'est un sentiment qu'on éprouve et il est là et c'est normal. Je pense que c'est sain au final de l'avoir. Faut pas que ça tombe dans un excès. Mais je pense que c'est sain parce que ça veut dire qu'on se préoccupe du bien-être de cet être vivant-là. Et je parle vraiment en être vivant. Bon, là, on parle d'un chien, mais je pense que quand t'as des enfants, c'est exactement pareil. Tu dois culpabiliser H24 de ce que t'as dit, comment tu l'as dit, comment t'as fait. Est-ce que je suis bien, pas bien. Est-ce que je suis bien, est-ce que vraiment machin. Tout à fait, mais c'est ce qui pousse aussi à la remise en question, je pense. Et si on ressent pas ça, on va pas forcément de l'avant non plus, à s'améliorer ou pas d'ailleurs. Hein, donc ça fait partie du truc, quoi. Je crois qu'il faut l'accepter aussi. Ouais. Ce monde de culpabilité sur certains sujets. Ouais, carrément. Après, moi, je suis comme toi, j'ai toujours eu des animaux. Genre, quand je suis née, il y avait déjà un berger allemand qui était là à la maison, qui s'appelait Pepsi. Mais je crois que tu m'en avais parlé. Ouais, le premier berger allemand, elle était hyper protectrice, surtout avec ma sœur et moi, quand on était petites. C'était un truc de ouf. Après, on a eu un Basset Hound qui s'appelait Fonzie. Donc, les Bassets, c'est les chiens avec les grandes oreilles, là, le TLZ, qui bavaient. Bon, c'était un régal. Et il change bien du berger allemand. Il change bien du berger. On n'est pas sur la même catégorie de chien, ouais. C'est sûr. Rien à voir. Et Pepsi, je crois que je l'ai eu jusqu'à mes 5 ans. Elle est décédée de vieillesse. Berger allemand, la classique, le train arrière et tout ça. Je crois que vers mes 5-6 ans, on l'a perdu. Après, il y a eu Fonzie que j'ai eu. On l'a eu. Je crois qu'on a eu Pepsi et Fonzie. Bon, j'étais vraiment petite, donc j'ai un petit souvenir, mais je crois qu'on les a eu un moment tous les deux ensemble. Et Fonzie, je l'ai eu jusqu'à mes 10 ans, je dirais, à 11 ans. Après, c'est que des chiens qu'on a récupérés à droite, à gauche et tout. Et donc, Fonzie est partie. Et après, on a eu... Alors, elle s'appelait Sophie des Chalets des Zen. Pardon, mais c'est vous. C'est quoi? C'est un Basset Hound aussi. Mes parents adoraient cette race de chien. Enfin, mon père adorait. Mais elle, c'était une vraie pure race et tout. Et c'est le premier chien que mes parents ont acheté de leur vie, quoi. Genre, ils sont allés en élevage. Ok. Et on est allé la chercher. Et je crois qu'on l'a récupérée, je devais avoir peut-être 12 ans, un truc comme ça. Et elle est restée dans ma vie jusqu'à mes 19 ans. Et vraiment, donc, on l'appelait pas Sophie, on l'appelait Dophie. Et Dodo, c'était vraiment mon chien, quoi. Ouais. Bon, c'était le chien de la famille, mais on était tout le temps ensemble. Un peu comme, voilà, pareil. Comme toi avec Yuki, je l'ai énormément observé. J'ai essayé de faire autrement que, comment les parents faisaient, comment mon père surtout faisait avec. Ouais. J'essayais d'aller en opposition avec la façon que mon père avait de faire. Donc bon, ça clashait quand même pas mal parce que j'avais déjà un autre regard un peu sur le chien, même si j'étais hyper conditionnée par ce que je voyais depuis que j'étais petite. Hein. Oui, puis quand on est jeune, je veux dire, 19 ans encore, ça va, tu commences à être une jeune adulte, mais tu peux difficilement, moi quand j'ai eu mon premier chien à 7 ans, même si je n'étais pas d'accord avec ce que faisait mon père ou comment on a fait... C'est compliqué de se dire je vais faire tout autrement ou imposer mes règles. Là, c'est ça, puis t'as pas tes arguments, t'as un enfant, t'as... Bon, voilà. Mais ton droit de parole est limité. C'est ça. C'est ça. Donc après, il y a eu Dodo. Et Dophie est partie quelques mois après que moi, je sois partie de chez mes parents. Et en fait, elle a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé. On pense qu'elle était malade et qu'elle s'est enfuie pour... peut-être mourir. Pour peut-être mourir. Bon, on espère... Alors, c'est des gros guillemets que je mets. On espère que ça soit ça et pas qu'elle se soit fait voler. Mais on pense vraiment qu'elle est partie pour partir, quoi. Et on l'a jamais retrouvée. On peut dire que ça a été hyper dur. Ouais, parce que en fait, je suis rentrée, j'étais venue à Grenoble pour mes études et un soir, un week-end, je rentre chez mes parents, mon père qui me dit Dophie, elle est partie hier. Je dis comment elle est partie?
Mais on sait pas où elle est, elle revient pas et tout. Ok. Et ouais, elle est jamais... Ouais. Et ouais, non, c'est coup dur quand même. Ouais. Un peu coup dur. Enfin, même beaucoup. Et puis après, mon père a jamais réussi à vivre son chien parce que déjà, lui, toute sa vie, il a eu des chiens. Bon, après, Dofi, quand même, il a eu un petit coup de mou. Ils ont pris un chat pour la première fois de leur vie. Ils ont dit, tiens, on va changer un petit peu. Et puis, mon père, après, a repris un labrador. D'accord. Pareil, qu'il a récupéré parce que c'est une dame âgée qu'il y avait et elle n'arrivait plus à s'en occuper. Et du coup, après, on a eu Mia. Donc... un 4e chien de la famille. Ouais, t'en avais pas mal. Ouais. Bon, après, je vivais pas avec parce que là, j'étais déjà indépendante. Je venais plus avec mes parents. Mais bon, à chaque fois que je venais à la maison, il y avait Mimi, quoi. Ouais. Et Mia est partie l'année dernière. Ok. Donc, elle a fait un bon chemin aussi avec nous. C'est chouette. Et moi, entre-temps, personnellement, du coup, quand j'habitais seule, j'ai pris mon premier chat qui s'appelle Voltaire. Dont t'as fait la connaissance parce que de toute façon, il est si imposant. On va pas le louper. Ni physiquement, ni dans le comportement, il est là. Il est présent. Après, j'ai pris un 2e chat qui s'appelle Bibou, qui est toujours là aujourd'hui. Et après, il y a 4 ans et demi, j'ai adopté mon premier chien à moi, qui s'appelle Batman, dont je parle très souvent dans le podcast. Voilà, qui est un chien que j'ai recueilli de Roumanie et qui aujourd'hui a 4 ans et demi. Bientôt 5 ans. Vas-y. Ça passe très vite. Et que du coup, avec Célia, on s'est rencontrés comme ça parce que je voulais voir une éducatrice pour être accompagnée, surtout dans les premiers mois, les premiers temps avec Batman, parce que c'est pas facile. Et puis, je pense que tout le monde devrait être accompagné d'un éducateur quand on prend un chien. Mais ça, on y viendra peut-être plus tard. Ouais. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Célia et qu'elle a rencontré toute la famille aussi. Je me rappelle très bien de ce bilan avec les chats couchés sur mon conférencier, Batman qui me surveille d'un côté. Je me rappelle plus quel âge avait Batman quand je suis venue. Il avait à peu près 7 mois. Ouais, c'est ça, il était un peu... Ça faisait même pas un mois que je l'avais. Je crois pas tout chaud non plus. Non, il était pas tout chiot, mais je me souviens qu'il était allé se planquer sous lui, qu'il était ressorti bien. Ouais. Mais oui, il avait mis du temps à sortir quand même. Ouais. Petit chaud. Ouais, après, effectivement, un chien qui vient de Roumanie, il a eu pas mal de traumas. Ça a été compliqué pour lui, ça l'est toujours aujourd'hui, mais moins. On avance petit à petit. Mais ouais, du coup, Batman, quoi. Batman. Qui en a fait craquer plus d'un sur Instagram. Mais du coup, au niveau du regard que tu as sur le chien, on en a un petit peu parlé, mais entre quand tu étais petite et aujourd'hui, comment est-ce que ton regard sur le chien et la relation avec le chien, comment est-ce que ça a évolué pour toi ? Je pense vraiment ce qui m'a fait changer le regard complètement, je ne pense pas, mais en tout cas, ce qui m'a ouvert et qui m'a apporté énormément de connaissances et du coup, oui, on peut dire un autre regard sur le chien, c'est vraiment quand j'ai débuté du coup ma formation de mon brevet professionnel. Ou d'ailleurs, je me rappelle d'une éduc qui nous a dit dès le premier jour, ça nous a tous marqué, arrêtez de vouloir tout de suite toucher les chiens, apprenez avant à les observer. Et moi, mon gros problème quand j'étais plus jeune, et ça c'est pareil, ça révèle aussi, je pense, des choses assez profondes, j'avais toujours cette nécessité de papouiller, de vouloir enlacer, de vouloir... alors que ça m'a valu plusieurs morsures quand même à un certain moment. En plus, pas des morsures très sévères, mais quand même. Parce que cette volonté, de toujours vouloir être en contact physique, alors que le chien n'avait pas forcément très envie en face, quoi. Même d'ailleurs, avec mon premier chien, Tommy, il m'a pincé 1 ou 2 fois quand même. Ouais, moi aussi, j'ai encore une cicatrice sur l'arcade. Mais voilà, je pense à l'époque que je l'avais bien cherché aussi, mais du coup, voilà, ce truc-là, vraiment, de du coup, prendre le temps juste de se poser et déjà, ne serait-ce que d'observer le chien avant de vouloir rentrer en interaction. Mais juste cette phrase-là, ça a été un peu l'électrochoc du début. Après, s'ouvrir, en fait, acquérir toutes ces connaissances de lecture canine. Enfin, le chien, qu'est-ce qu'est le chien, quoi ? Quelle est cette espèce avec qui on partage nos vies ? Quels sont ses besoins fondamentaux ? Forcément que ça pousse à avoir un autre regard, quoi. Et d'ailleurs, souvent, du coup, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, à me dire, mais mon Dieu, ce que j'ai fait subir à mon premier chien, quoi. Et d'ailleurs, même au début de vie de Yuki,
on a fait des sacrées grosses conneries. Bah oui, mais tu t'en rends compte après. Mais ce que tu dis sur regarder avant de toucher, c'est un des premiers trucs aussi que tu m'as dit. Bon, j'avais commencé à me renseigner un peu avant, parce que l'asso nous avait quand même vachement bien accompagnés. C'était ça, je me rappelle. Mais un des premiers trucs que tu m'as dit, c'est tu utilises quoi, entre guillemets, comme système de récompense? Et je te disais, les caresses et les friandises. Et là, tu m'as dit un truc, je m'en souviens encore aujourd'hui, tu m'as dit, mais il aime bien être caressé. Et dans ma tête, je me suis dit, bah oui. Et après, j'ai l'évidence. Ah bah peut-être pas, en fait. Tu vois? Et c'est vrai que j'étais là, genre, oui, peut-être qu'en fait, il aime pas. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que j'aime pas qu'on m'enlace comme ça, alors que j'ai rien demandé, tu vois. Et c'est vrai, quand on commence à s'ouvrir à tout ça, à se dire, ok, déjà, oui, mon chien ressent des émotions, oui, il a des préférences, il a un avis, en fait, sur plusieurs sujets de la vie. Tout de suite, en fait, on porte un autre regard sur le chien. Et je trouve que ça ouvre beaucoup de choses hyper intéressantes, en fait. Même pas qu'au niveau du chien, quoi. Même au niveau de la communication avec les humains. En tout cas, moi, depuis que je fais ce métier, je trouve que, du coup, j'ai développé tu développes ce sens d'observation qui est du coup hyper fin et subtil, et du coup, tu retrouves aussi pas mal de choses, même dans la communication de l'humain, qui peut ressentir à l'instant T, etc. Et donc, ouais, voilà, je pense que c'est vraiment en faisant ce BP que mon regard a vraiment changé sur le chien. Et où d'ailleurs, on a très certainement aussi modifié pas mal de choses dans la vie de Yuki, etc. Même si je m'étais quand même pas mal rencardée, pareil, à lire des livres, etc. au préalable. Hein, mais là, j'étais quand même en immersion pendant 10 mois, à bouffer chien matin et soir, à vraiment avoir des cours sur l'éthologie, etc. Donc ça a été le gros déclic. Après, sans parler forcément de changer de regard, mais juste déjà qu'il évolue, en fait, tu vois. Oui. C'est déjà pas mal, sans dire de tout changer de A à Z. Oui, bien sûr, il n'y a pas forcément bien ou moins bien, mais voilà, de dire qu'il évolue, d'approfondir des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Oui, carrément. Moi, je sais, c'est en ayant eu le projet d'avoir Batman, où je me suis vachement plus intéressée à l'éducation, la communication canine, etc. Et où j'ai découvert plein de trucs, et je me suis dit, mais j'étais un enfer. Et surtout aussi, j'ai ouvert les yeux un peu en me disant, mais on est un enfer, tu vois. Ou parfois, je me disais, mais pourquoi on demande ça à notre chien? Est-ce qu'on s'en fout qu'il fasse assis, couché, fait le beau, quoi? Non, mais on est bien d'accord. Et je me souviens très bien qu'au début où j'avais le projet d'avoir Batman, moi j'étais toute affolée, machin et tout, et je me souviens qu'à un moment j'avais écrit un message à mon frère en lui disant j'aimerais trop lui faire j'étais même plus genre de l'agility, et ça, et si, et on fera ça, et je lui apprendrai ça, et machin. Et puis en fait, quand j'ai lu Batman, j'étais en mode non, mais déjà, on va lui apprendre à être sécure. C'est ça. Juste qu'il soit bien, en fait. Juste qu'il se sente bien. Déjà. Et puis en fait, on s'en fout du reste. Ouais. Peut-être que c'est du petit plus, mais et puis je pense que tous les chiens sont pas adaptés à faire des tours, des machins et tout. Et en fait, c'est aussi s'adapter à son chien que de faire ça. Mais oui, je me souviens très bien qu'au début, j'étais en mode allez, hop, on a envie de faire plein de choses. Non, et puis en fait, t'as ton chien qui veut même pas passer le pas de ta porte. Et là, tu revois. Alors bon, peut-être qu'on va pas faire ça. Peut-être que l'agilité sera pour plus tard. Ou jamais. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est là, en découvrant aussi l'individu avec lequel on vit, que c'est eux qui nous disent aussi ce qui est possible, pas possible, et revoir potentiellement à la baisse ou à la hausse ce qu'on avait envisagé avec eux, quoi. Et puis peut-être remettre à plus tard aussi, se dire, c'est peut-être que partie remise. Tout à fait. Je comprends aussi qu'on a envie de faire des activités avec son chien, qui change bien de quotidien et tout, et c'est ok, c'est normal. Complètement. Mais faut savoir s'adapter à lui, quoi. Et pas juste se dire, non, moi, je veux faire ça. Moi, humain, j'ai décidé que mon chien, je le soumets à mort à ce que j'ai envie. Mais, et surtout, en plus de... Là, on parle d'activité, et c'est vrai que c'est un sujet qui est important parce que c'est pas juste parce qu'on parle d'activité que forcément, ça va plaire aux chiens, quoi. C'est pas parce que pour nous, on a dans notre tête que c'est un truc ultra funny. C'est comme courir en traction avec son chien. Il y a des chiens qui n'aiment pas ça, en fait. Et sans parler de l'aspect santé, il y a des chiens qui ne peuvent pas ou qui ne devraient pas d'ailleurs le faire. En tout cas, en prenant vachement de pincettes, etc. Mais du coup, voilà, même ne serait-ce que des activités où on se dit, je vais faire ça avec mon chien, ça va être cool parce que moi, toute la semaine, je cravache comme une folle. Et du coup, on va prendre cet échappatoire-là. Peut-être que ça peut être un moment très cool, peut-être que ça peut ne pas l'être du tout pour le chien, quoi. Mais c'est comme, par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont prendre un chiot qui a 2-3 mois et qui vont tout de suite aller faire des randos
qui dure des heures et en fait, juste morphologiquement parlant, c'est pas bon pour lui. Donc, lui, il va avoir l'énergie, il y a pas de souci. Oui, surtout qu'il y en a beaucoup qui ne s'écoutent pas quand même. Ça, oui, c'est ça aussi, ils vont aller s'épuiser et tout. Mais en fait, c'est pas bon pour lui. Et ça, malheureusement, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, qui sont pas au courant. Et encore une fois, c'est pas jeter la pierre, mais quand on sait pas, on sait pas. Oui, c'est ça, on ne sait pas. Et puis, ça part jamais vraiment d'un mauvais sentiment. C'est ça. Mais d'ailleurs, ça, c'est un point, c'est intéressant que tu relèves ça parce que moi, je trouve qu'il y a une tendance, en tout cas actuelle, et c'est ce que je vois de plus en plus, à en faire trop avec nos chiens. Et d'ailleurs, on voit beaucoup sur un peu cette tranche d'âge qu'on a là, soit de jeunes couples ou de personnes seules, peu importe, mais qui ont tendance à faire trop, en fait. Et on se retrouve, moi, des fois, je me retrouve en bilan, 4 mois, le chien, il est 4 heures dehors. Ouais, c'est trop. Mais c'est fait en mode, ça va être bon pour lui, mais en fait, c'est trop, quoi. C'est trop, et le problème, c'est qu'après, ces personnes-là rentrent dans un cercle vicieux, parce que du coup, souvent, ce qu'ils me répondent, mais s'il n'a pas ça, mais il pète un câble. Parce qu'il s'est passé prenez peut-être le truc à l'envers. Au final, est-ce que vous diminuez, si vous diminuez, regardez ce que fait votre chien et est-ce qu'il ne gérera pas mieux. Au final, ses émotions, bref, c'est encore un autre sujet, mais cette tendance à faire trop, c'est quelque chose de réel, vraiment, que moi je vois énormément, quoi. Ouais, mais je trouve aussi, mais tu vois, quand tu disais tout à l'heure, faut aussi savoir s'adapter et à son chien, sa morpho, son âge et tout. Bien sûr. Moi, par exemple, l'hiver dernier, avec Batman, 1 à 2 fois par semaine, on part en grosse balade en nature, sachant qu'on fait des balades déjà en ville, mais c'est en longe, etc. Ouais. L'hiver dernier, pendant une balade, il y a eu un gros coup de feu. Il a pris une peur bleue, mais un truc de fou. Genre, il est parti, 0 rappel. Il est retourné à la voiture de lui-même, la queue entre les jambes. Mais moi, j'ai couru pendant 10 minutes pour le rattraper à la voiture, quoi. Il a eu une peur de ouf. Et après ça, il voulait plus sortir. Genre, les balades, c'est fini. Je t'en avais parlé, Voilà, ça m'a fait chier pour lui et j'ai pas insisté. Et en fait, là, il recommence tout juste. Donc là, on enregistre, on est au mois de septembre. Donc ça fait bientôt 1 an. Et il recommence depuis le mois de mai-juin de cette année, donc quand même à peu près 6 mois après, à reprendre confiance pour aller en nature. Les balades en ville, ça allait. Okay. Mais il avait vraiment ce truc-là. Il était vraiment en mode non, mais là, il y a un peu trop de verdure, je vais avoir peur, ça va mal se passer et tout. Et on a vraiment fait petit à petit. Et parfois, je faisais 20 minutes de route pour aller en forêt et ça durait 10 minutes. Et il faisait demi-tour et il me faisait plein de signes en mode là, ça va pas, je suis stressée, on rentre, on refre. J'insiste 5 minutes et puis après, je fais vas-y, on fait demi-tour. Et puis là, comme une flèche, elle bagnole en mode ok, elle insiste plus, on y va, tu vois. Voilà. Et on a vraiment fait petit à petit comme ça. Et là, ça commence tout juste à aller mieux. Et c'est sûr qu'il faisait passer des dépenses, il a pris du poids, tout ça. Mais en fait, il était pas bien. On va pas insister, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est comme si tu mettais une personne au milieu d'une foule alors qu'elle déteste ça et que tu lui disais si, vas-y, tu vas voir. Je vais faisant, ça va aller, tu vas voir. Non, en fait, ça marche pas. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de son chien, en fait. Et le regarder, et de toute façon, il te le montre. Mais c'est pour ça que là, la lecture revient encore sur le devant de tout, en fait. Si on n'a pas de connaissance de vraiment qu'est-ce que me dit mon chien à travers, du coup, ses mimiques, ses faciès, de comment il communique avec son corps, son port de queue, etc., mais je ne peux pas savoir dans quelle émotion il est à l'instant T et du coup, comment moi m'ajuster. Et ça, pour le coup, je pense que c'est le plus gros truc qui peut manquer chez certaines personnes. Et c'est dommage parce que je pense que si on n'arrive pas à ressentir, c'est comme vivre avec son conjoint, sa conjointe, si on ne connaît pas la personne, qu'on n'arrive pas à ressentir dans quel émotionnel il est, s'il est bien, ne pas arriver à déceler s'il est bien, pas bien, la relation, elle en prend quand même un petit coup, quoi. Et encore, l'avantage en tant qu'humain, c'est qu'on peut communiquer avec des mots. On est de la même espèce, tout à fait, et puis on parle la même langue. Avec le chien, c'est quand même complexe. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des erreurs. Tu vois, on me disait, on a fait des... Moi, j'en fais encore aujourd'hui, ça... Je sais que je fais encore des erreurs et parfois, il me dit merde, et on en fera toujours. Mais on en fera toujours, parce que de toute manière, quand on parle du postulat qu'on n'est pas de la même espèce, forcément, ça demande un effort, comme parler une autre langue, et encore, voire pire. Mais du coup, on fait des erreurs, mais ça, on s'en fout, c'est même pas trop ça qui est important. Mais c'est surtout, en fait, se renseigner, faire beaucoup d'observations pour acquérir des connaissances et observer son chien. Au final, on se rend compte qu'après, nos animaux, on les connaît quand même par cœur, quoi. Ah, carrément, mais c'est aussi le but de s'intéresser, en fait. Juste ça, parce que là, je vais un peu jeter la pierre, mais il y a aussi beaucoup de chiens qui prennent un chien pour avoir un chien. On est bien d'accord, on connaît. Donc, il y a ça aussi, c'est que quand on s'intéresse et qu'on est dans une démarche de vouloir bien faire
à faire des erreurs, c'est d'accord. Ouais. Mais vouloir un chien pour dire j'ai un chien parce que moi j'ai une maison, j'ai un jardin. Et puis il faut le chien qui va dans la maison. Et puis de toute façon, il est dans le jardin et c'est OK. Non, en fait, non, c'est pas OK parce que là, vraiment, tu fais zéro effort. Bien sûr. Je reprends encore mon exemple personnel, mais pendant des années, j'ai voulu un chien et je me bloquais en me disant, mais non, mais t'es en appart, Pauline, non, un chien, il faut qu'il ait un jardin, mais parce que j'ai toujours grandi dans une maison avec un jardin où il y avait un chien. Ce modèle-là dans ta tête, quoi. Et c'était comme ça, et je me disais, s'il n'y a pas de jardin et machin, mais en fait, le jardin, mais c'est juste une pièce supplémentaire pour le chien. Et ça, quand j'ai eu ce déclic aussi de me dire, un chien en appart sera bien plus heureux de faire 1 heure, 1 heure et demie de sortie qualitative par jour, plutôt que de passer sa vie dans son jardin où c'est toujours la même chose. Quand j'ai eu ce déclic-là dans ma vie, je me suis dit, en fait, tu peux prendre un chien, quoi. C'est pas parce que tu vis en ville et en appart que tu peux pas. Mais parce qu'on entend encore beaucoup ces discours-là aussi qui sont hyper... c'est un confort, le jardin, c'est rien de plus, et c'est un confort pour l'humain, pas pour lui. Tout à fait. C'est sûr que c'est super sympa pour l'acquisition de la propreté pour un chiot. On rentre, on sort, c'est hyper facile. Beaucoup plus que quand t'as 4 étages à te taper. Rien qu'au niveau timing, c'est plus chaud, quoi. Oui, c'est clair. Mais pour autant, combien de chiens, au final, on les perpète dans leur jardin, quoi. Mais moi, là, rien qu'autour de chez moi, il y en a plein. Hein. Ouais, je les vois jamais en balade, quoi. Je crois que c'était l'été, il y a 2 ans, où t'avais un chien qui était enfermé dans son jardin. Mais c'est celui-là, quand t'es arrivé, le jardin que tu vois, quand t'arrives en face, c'est toujours pareil. Tous les matins, je croise son regard, ce chien. Du coup, j'essaie d'arrêter de le regarder parce qu'il me fend le cœur. Et ouais. Et du coup, ce chien-là, peut-être que dans sa vie, il aurait été beaucoup plus heureux en appart. Carrément. Avec des balades quotidiennes, quoi. Donc, ouais, non, c'est sûr que c'est un sujet. Et comme tu dis, il y a des personnes qui... Je sais pas si on peut dire qu'ils prennent pas des chiens pour les bonnes raisons, parce que, existe-t-il des bonnes raisons, mais qui on est pour dire bonnes ou mauvaises. Mais moi, je le vois dans certains foyers, on dirait vraiment que le chien arrive comme une pièce pour finir le tableau. Le tableau, quoi. Et d'ailleurs, on peut le voir quand même, ça m'est arrivé plusieurs fois de le voir dans des foyers où il y a des enfants, on a la maison, voilà, le foyer est déjà là, et du coup, on prend le chien pour les enfants. Et ça, moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop quand j'arrive, quand on me dit déjà, on a pris le chien pour les enfants, parce que souvent, le chien passe quand même après pas mal de choses. Mais qui s'en occupe aussi. Ça veut dire quoi ? Parce que si ton gamin, il a 3 ans, oui, il va lui faire des câlins, des papouilles. Ouais. Parenthèse, peut-être que le chien n'aime pas. Il est. Mais question. Voilà. Ouais, non, mais derrière, quoi. Mais oui, je comprends complètement. Moi, j'ai vachement du mal, et ça, là-dessus, je suis hyper jugeante, mais j'ai vachement de mal avec ces gens qui prennent un chien pour lui mettre un collier électrique parce qu'il aboie trop, un collier électrique parce que, on n'a pas clôturé le jardin, donc au moins, il se barre pas. Le chien, il vit dans la cave, on l'appelle pour lui faire des câlins, et puis c'est tout. Enfin, moi, ça me... Ouais, c'est dur. C'est pas possible, parce que vraiment... Même si ces gens-là sont pas mal intentionnés, c'est de la maltraitance, quoi. Et ça, là, c'est Croix-Rouge, quoi. Je me dis, mais en fait, ton chien, tu l'as pris pour quoi ? Ouais. Enfin, vraiment, c'est un Enfin, je le vois, et c'est peut-être hyper fermé, ma manière de voir, mais je le vois vraiment comme un assouvissement d'une soumission que t'as envie d'apporter. Genre, vraiment, c'est ta chose, tu vois. C'est devenu un objet, et ça fait partie de la propriété. Ouais, ça, j'ai vachement du mal. C'est dur. C'est dur parce qu'en plus, ces personnes-là sont pas forcément ouvertes à changer d'opinion et donc c'est dur de ne pas juger dans ces moments-là. J'ai beaucoup de mal. Alors toi, moi encore, c'est anecdotique, mais toi tu dois en voir et ça doit être très dur professionnellement de rester stoïque. Après, moi, l'expérience fait en sorte que du coup, tu te dis de toute façon que tu sauveras pas. Encore, je me considère pas à sauver la vie des chiens, mais bref, tu me comprends. Qu'en tout cas, tu ne pourras pas forcément aider tous les foyers et tous les chiens de cette terre. Au début, c'était hyper compliqué. Je rentrais chez moi. Émotionnellement. Ah ouais, et je me disais, mais du coup, en fait, t'as servi à rien, là. Tu n'as pas trouvé Quand tu pars d'un rendez-vous et tu dis, wow, ça mènera à rien. Des fois, des fois, mes ressentis sont pas bons. C'est-à-dire que des fois, ne serait-ce que par rapport à un mail, je me dis, je pense que cela. Et en fait, c'est là qu'on se dit qu'on peut vachement se tromper. Quand je suis face à ces humains, je me dis, en fait, je me suis bien gourée. Et des fois, c'est l'inverse. Mais oui, je le ressens assez vite dans les 2 heures de bilan en début sur ce qui va être faisable ou non. Et sur les personnes d'ailleurs qui me rappelleront ou pas. Maintenant, j'ai un radar qui est assez précis, assez affûté là-dessus. Mais au début, c'était dur, ouais. C'était assez dur de dire que tu rentres et qu'en fait,
soit toi, t'as pas eu le bon discours pour faire réagir ou t'as pas réussi à trouver la faille dans laquelle rentrer pour et te dire, bon, ben, ce chien-là, malheureusement, sa vie ne va pas changer. Du coup, continue de pourrir dans son jardin ou avec son collier électrique ou que sais-je encore. Hein. Mais du coup, ça, c'est un peu dur. Et puis, en fait, après, tu t'y fais, quoi. Tu te dis, moi, ouais, c'est comme ça. Je suis pas une magicienne, j'ai pas une baguette magique. Et le changement, du coup, il commence avec les humains de vie du chien, quoi. Mais c'est ça aussi que je voulais aborder, c'est le fait que là, on parle vachement de observer les chiens et tout, et tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est aussi se remettre en question soi. Et moi, je sais que quand j'ai commencé à avoir Batman, à m'éduquer pour lui, en fait, parce que c'est toi que t'éduques, c'est toi, ton regard d'être humain, c'est tes manières d'être et tout. Mais je sais que j'ai vachement changé. J'ai gagné en patience, j'ai gagné en observation, en lâcher prise aussi, parce que de me dire qui sont forts pour ça. Allez, ça va. Et en temps d'observation, mais même, tu sais, contemplatif dans la nature, machin, vivre l'instant présent. Ouais, grave, parce que lui, oui, c'est son kiff de renifler de l'herbe pendant 10 minutes. C'est ça. Et toi, t'es à côté. Voilà. Et du coup, ce temps-là, toi, il faut que tu le prennes pour observer peut-être un oiseau qui passe. C'est ça, et te dire, c'est beau l'espace. Puis parfois, tu te dis, là, je me fais chier. Allez. Ils sont tellement forts. Et c'est là qu'ils jouent un rôle tellement grand dans nos vies, je trouve. Parce que, ne serait-ce que ce que tu dis, ça, je pense que c'est une des... Alors, le lâcher prise, oui. Et puis nous ancrer dans le présent, quoi. Ouais. Enfin, le chien, il n'y a pas, je pars en balade et je pense 2 heures ou demain, le rendez-vous que je vais avoir. Enfin, non. Il est là avec toi et il vit le truc 100% avec toi. Moi, d'ailleurs, il me le fait vachement comprendre quand je suis pas avec lui, hein. Quand je suis sur mon portable, j'ai potentiellement un chien qui va se barrer ou qui va essayer de me trouver des petites choses pour me faire réagir. Et je le sais, c'est que je ne vis pas là. Je suis pas avec lui à ce moment-là. Et il me le fait comprendre. Ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Et ouais, vivre ce truc de l'instant présent, de décrocher de souvent notre rythme de vie à 100 à l'heure, je crois que c'est une de leurs priorités. Numéro 1, il vit son instant T, quoi. Il n'y pense pas forcément à ce qui s'est passé hier, il pense pas du tout à demain. C'est juste, il est là avec toi, quoi. Il est là avec toi et du coup, c'est important de l'être en même temps, quoi. C'est super, super important. Je pense qu'il y a beaucoup de chiens qui doivent manquer de ça, vraiment dans la relation avec leurs humains. Parce qu'en fait, on peut très bien être là avec son chien, mais pour autant rien partager. C'est pas juste la présence physique, quoi. Ça va bien plus. Enfin, c'est bien plus. Ouais, ça va plus. Après, mais moi. On peut pas non plus être 100% tout le temps avec son chien, c'est pas ça. Hein. Non, mais bien sûr qu'on est bien d'accord. Mais lui accorder un minimum de temps sans... et voilà, encore une fois, c'est pas du temps de je vais te jeter la balle, je vais... Ouais, et puis tu sais, d'être déconnecté. Ouais. Presque par rapport... passer du temps avec lui, vraiment. Ouais, vraiment. Du vrai temps qualitatif. Moi, d'ailleurs, des fois, je me dis, vu que j'ai du mal potentiellement à décrocher portable, mais même juste prendre mon portable pour faire des photos et des vidéos de lui, parce qu'on en a jamais assez. Et ça Alors que dans mon portable, il n'y a que ça. Ouais. Ça le saoule, mais ça l'énerve. Des fois, il se met même à m'aboyer à la tronche. En gros, mais range ton truc, je me gagne. Donc, des fois, je me dis, je pars en balade, je laisse mon portable ici. Pour vraiment, au moins, je l'ai pas. Et on vit cette balade tous les deux. Bon, à chaque fois, après le cerveau, oh mince, si j'ai un problème, je peux pas pouvoir rappeler. Bon, c'est pas grave, on n'aura pas de problème et tout se passera bien. Mais c'est fou, des fois, de te dire que du coup, on est obligé d'en arriver là. Mais n'empêche que c'est eux qui te poussent à faire ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et ça, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, comme tu dis, ce travail, cette introspection qui nous pousse à avoir sur nous-mêmes et qui nous font... je pense que vraiment, le chien, il arrive dans nos vies foncièrement pour nous apprendre à développer certaines capacités qu'on n'avait pas forcément avant et auxquelles on s'ouvre, quoi, vraiment. Et c'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. Genre l'indulgence aussi, juste te dire, mais en fait, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, arrête d'en demander trop, tu vois. Et du coup, l'indulgence aussi, je trouve, pas juste au chien, mais avec soi-même. Avec soi-même, avec les autres humains. Moi, en tout cas, mon chien, mes chiens que j'ai eu, mais même, je veux dire, ce métier-là, m'a amené vraiment du positif sur, je trouve, moi-même, quoi. Enfin, sur mon caractère, sur des choses où j'aurais pu être avant hyper impulsive. Je le suis beaucoup moins. Bon, là, j'y fais aussi, bien sûr. On s'apaise avec le temps. Oui, ils sont pour beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Être moins dans le jugement aussi. Bref, ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. Même si, moins dans le jugement, parfois...
Oui, tout dépend de notre état émotionnel du jour. Mais tu vois, par exemple, pour un exemple, quand je vois dans la rue un chien qui balade et qui a un gros collier étrangleur ou un torcatus, ça me pique un peu plus. Je me dis, bon, Célia, au moins ce chien balade. C'est vrai qu'on regarde le moins pire. À chaque fois, regarde le moins pire. Parce que tu as aussi des chiens qui restent 6-7 heures dans des cages et la seule sortie, c'est un pipi dans leur bout de jardin de 200 mètres carrés. Donc je me dis, peut-être ce chien est peut-être un peu étranglé, un peu beaucoup. La laisse est un peu trop courte. Mais voilà, il peut renifler des odeurs sociales qui est dehors. Il voit autre chose que sa maison. C'est pas l'idéal. Et t'as raison, hein. C'est sûr que c'est comme tu dis, c'est pas l'idéal, mais c'est peut-être moins pire que certains cas. Mais en fait, moi, je pense, en tout cas, moi qui suis confrontée à ça tous les jours, je suis obligée de penser de la sorte parce que sinon, c'est trop triste, quoi. Si tout de suite tu vois le noir et tout ça, tu te dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas plus de chiens qui vont pas bien que de chiens qui vont bien ? Ouais, je pense aussi que pour soi-même, c'est bien comme tu dis, d'essayer de voir du positif et c'est en fait de voir plus les côtés positifs à une situation qui peut paraître négative. C'est ça. Et d'aller au moins pire, même sur des gens, sur des clients auxquels j'interviens, tu vois, il y a des choses, je me dis, wow. Bon, ça pourrait être mieux, mais en fait, il y a d'autres priorités. Peut-être que sur ça, ils sont pas à même, en tout cas aujourd'hui, de faire un effort là-dessus. C'est pas grave. On le met un peu en sourdine et puis on va prioriser des choses qui vont être plus importantes. C'est toujours, faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et aller au moins pire. Enfin, en tout cas, tendre vers le moins pire. Après, ça revient un petit peu à ce qu'on disait avec la culpabilité et tout ça. Il y a plein de trucs. Ça va aussi avec le lâcher-prise. Enfin, moi, j'avais vraiment envie que tout soit parfait avec Batman. J'avais beaucoup d'attentes et au final... en fait, il m'a fait tout réviser. Et en fait, est-ce que c'est pas plus mal aujourd'hui ? Parce que je me dis, mais j'ai un chien qui a 100% confiance en moi, quand il a peur, quand il a une crainte et tout, la première chose qu'il fait, c'est de me regarder. Tout à fait, ouais. Même si après, il va partir pour se cacher sous le lit ou autre, le premier truc qu'il va faire, c'est me regarder en mode, qu'est-ce qui se passe ? Toi, t'en dis quoi, là ? C'est ça. Tu es mon pilier. Et moi, je me dis déjà d'avoir eu ça, est-ce que c'est pas le plus important ? Je te confirme que oui. Je pense que oui. C'est un lien de confiance, bien entendu. Ça devrait être le premier truc qui est là et qui devrait être là, quoi. Avant même d'avoir des 10 000 attentes sur l'éducation. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'attentes, être hyper laxiste surtout, ne pas du tout avoir d'écoute. On est obligé d'avoir un minimum d'écoute, de coopération avec son chien, d'avoir des demandes, etc. Mais l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Et puis, rien ne sera jamais parfait. En fait, c'est impossible. Nous-mêmes, on n'est pas parfait. Donc, aucune des relations qu'on peut avoir n'est parfaite. Mais que ça soit avec un humain ou un chien, on peut pas. Ça sert à rien à lui de lui demander d'avoir un truc parfait, alors que nous-mêmes, on est incapable de le faire. Et puis, en fait, qu'est-ce que c'est, en fait, la perfection ? C'est là que tu remets tout en question. Ouais, qu'est-ce qu'on met derrière la perfection ? Oui. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que c'est pas possible. Et puis, on vit... déjà, on fait le choix de faire rentrer dans nos vies un être vivant. On ne peut pas demander à un être vivant d'être parfait, c'est pas possible. Comme tu dis, nous-mêmes, on ne l'est pas. Personne ne l'est. Et tant mieux, j'ai envie de dire. On se ferait... oui, tant mieux. Mais... Ce serait un peu naze. Mais aussi, je trouve qu'on est dans une société où c'est dur de changer cette image. On est bien d'accord. Moi, quand j'ai commencé à voir Batman et à avoir une éducation qu'on dit positive et vraiment positive... j'ai été la première à regarder des vidéos YouTube où c'était marqué éducation positive et puis moi j'ai cru que c'était ça et en fait il y avait 2-3 petits détails où après j'ai compris, notamment grâce à toi et en m'éduquant aussi, bien sûr, où en fait non, mais on part tellement de loin. On part aussi, on est dans une société où dans les années 30-50 le chien, désolé mais il fermait sa gueule, il mangeait sa gamelle et il était là pour garder la baraque et il s'en prenait des torgnoles dans la gueule toute la journée où il ne faut pas et tout. Je me dis, on vient quand même de loin. J'ai l'impression que ça avance, ça évolue. Je vois de plus en plus de chiens avec des longes, des harnais. Je pense qu'on tend vraiment vers du bon. Il y aura toujours, de toute façon, matière à évoluer. Mais c'est sûr qu'on est bien loin du chien de famille qui était juste là pour faire bonne figure, quoi. Qui avait les restes de ce qui restait de la bouffe. Et qui avait son rôle aussi. Parce qu'à l'époque, il y avait vachement non, mais le chien, il est là pour défendre. Il avait vraiment un rôle à jouer, quoi. C'était... Tu peux encore en retrouver, chez certaines personnes. Oui, je pense que ça existe encore. C'est dans les jardins, mais moins.
Un peu moins. Moins. Ouais, complètement. Et puis, enfin bon, alors ça, il y a du pour et du contre, mais il y a tellement de races de chiens maintenant, ça s'est tellement diversifié que, honnêtement, tu vas pas demander à un chihuahua de garder la baraque. Hein. Et cela dit, ça peut être des très très bonnes alarmes. Je suis pas sûre qu'avec petit, ne veut pas dire qu'on n'a pas de voix, ça peut bien te réveiller, je pense, si t'as un mec qui vient pour te cambrioler. Mais ouais, non, mais c'est sûr que... Et puis des fois, nos attentes ne sont pas du tout propres aux chiens. Ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, quand on me dit je prends mon chien, je veux qu'il fasse l'alarme, alors je voudrais qu'il aboie, qu'il défende que sur des personnes, mais pas par contre sur mon ami qui arrive. Non, mais en fait, on n'est pas sur un ordinateur qu'on peut programmer. Donc, et souvent, en fait, ça laisse entendre qu'il y a potentiellement aussi de l'insécurité, mais du coup, prends une alarme, quoi. Hein, carrément. Et les rissures, vas-y, ça marche très très bien, très très bien. Plus qu'un chien d'ailleurs. Non, c'est sûr que des fois, on a des attentes et des demandes qui paraissent, quand on recontextualise le truc, ça paraît complètement dément, quoi. Ça n'a pas de sens. Pour le chien, en tout cas. Bah, pour le chien, ouais. Parce que lui, il se dit, mais je sers à quoi ? Enfin, je sais même pas s'il se le dit, mais en gros, il se dit, bon, bah, mon rôle, c'est ça. Ok, allez. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se poser la question. Bah, si quel est mon rôle dans ce foyer ? Si on pouvait leur mettre un boîtier comme dans l'Aro, tu sais. Et qui je pense qu'on apprendrait des choses. Et ouais, mais à la fois, du coup, on développerait pas toute cette observation fine où là, on est obligé de se focaliser sur tout leur corps, etc. Parce que ils ont pas... Et encore, si, ils ont la parole. Bien sûr qu'ils ont du verbal. Hein. Enfin, tu prends l'aboiement... y a plein de types d'aboiements différents et qui veut dire plus ou moins... pas du tout la même chose, quoi. C'est clair. Donc, Batman, entre ses aboiements de « il est dans le lit et il veut jouer à faire le croco dans le lit » et les aboiements de « ça dégage, j'en veux pas ». T'arrives bien à faire la différence, quand même. On n'est pas sur les mêmes intentions. Hein. C'est sûr. C'est clair. En tout cas, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait dire sur ce sujet chien-humain. Ouais. Prenez soin de vos animaux. Aimez-les, mais de la bonne manière. C'est ça. Du mieux que vous pouvez. Et puis, si vous êtes de la région grenobloise, n'hésitez pas à faire appel à Célia si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement. Je mettrai son lien, enfin en tout cas, je mettrai ton Instagram. Super. Dans la barre de l'épisode. Et merci beaucoup, Pauline. Et merci à toi. Bonne journée à vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.